Face à la déferlante de Moraline et à notre système où chacun se rêve victime, une question s'impose. Comment reconstruire une société autrement? Et si la réponse n'était pas dans les grands discours ni dans les grandes lois, mais dans une vieille notion poussiéreuse, la vertu, le courage, la responsabilité individuelle. Nous allons enquêter sur ces minuscules actes de transformation intérieure qui, silencieusement, pourraient rendre à notre futur un véritable avenir. On a des gens qui veulent changer de modélisation, qui veulent changer de paradigme, de modèle, sauf qu'ils veulent tout raser et ils veulent reconstruire non pas de nouvelles villes. D'ailleurs, quand on rase des villes, on l'a vu avec Cologne ou avec Le Havre, ça donne pas jamais grand-chose, hein, ce qu'on reconstruit. Mais eux, ce qu'ils veulent reconstruire, c'est plus des villes. On se demande ce qu'ils veulent reconstruire. Je sais même pas si vraiment ils savent ce qu'ils font. Moi, je pense que ce sont des enfants gâtés qui cassent leurs jouets. Bon, alors comment faire face à cette déferlante de Moraline, disons-le comme ça, hein, reprenons le terme de Nietzsche. Comment faire face à cette déferlante de Moraline? Alors, je fais le constat avec Tabula Rasa, puis de l'autre côté, avec un tout petit livre, sans prétention, je dis, écoutez, on peut tout à fait ressortir du grenier une vieille notion bien poussiéreuse qui fait peur aujourd'hui, qui est la vertu. Qu'est-ce que la vertu? Si on prend l'étymologie, c'est la virilité. Alors déjà, ça ne te plaît pas, évidemment. On a certaines personnes qui commencent à se plaindre en disant « Oh là là, mais là, t'es très réac, quoi, comme bonhomme, comme philosophe, t'es très réac, tu parles de virilité. » Bon, qu'est-ce que la virilité? C'est le courage, l'honneur, c'est plein de choses qui sont liées à un certain équilibre. La tempérance aussi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la virilité dans la tempérance, dans la mesure où la tempérance, c'est ce qui nous permet de tenir debout, mais la virilité, ça n'a rien à voir avec la masculinité dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le patriarcat. Et alors, à partir de là, je me suis dit, la vertu, il va falloir la réhabiliter parce que quand on regarde les Grecs, la manière dont ils voyaient la vertu, c'était finalement un comportement, une pensée en adéquation avec le juste et le bien. Et alors là, on n'est pas obligé de faire l'économie de la morale, mais on n'a plus besoin de la morale pour nous dire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilisation de chacun. L'individu est responsabilisé. On n'est pas obligé de passer par le dictat du groupe. L'individu peut tout à fait agir en conformité avec le juste et le bien et savoir ce qu'il a à faire. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu réhabiliter la vertu, ou en tout cas, j'ai voulu la ressortir des placards, comme vous dites, parce que face au constat, alors, puisque la morale ne fonctionne pas ou elle ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Et donc, je me suis dit, il y a la vertu. Oui, parce que si vous voulez, alors, c'est à la fois un pas de côté, un aveu, non peut-être pas d'échec, mais du fait que la situation est quand même extrêmement sérieuse et que ce qu'on ne peut plus ou mal faire à des échelles collectives, il faut essayer de les faire, non pas à l'échelle collective, mais à l'échelle de somme d'individualité. C'est ça. C'est-à-dire, ça rend le travail encore plus long, ça rend le travail encore plus dur, c'est pas la question. C'est pas de dire si tous les peintres en bâtiment du monde voulaient bien se donner le pinceau. C'est de dire qu'aujourd'hui, on est face, il faut quand même s'en rendre compte, on est face à un vrai problème d'ordre platonicien, c'est-à-dire qu'on a persuadé tout le monde que son opinion est sacrée, qu'il n'y a plus de culture de l'examen collectif parce qu'il n'y a que des sommes d'intérêt individuels, et en tout cas c'est le système qui est vendu, que les populations veulent autre chose, peu importe. C'est pas elles qu'on voit au chapitre pour l'instant. C'est ce que le dispositif a besoin qui compte. Le dispositif a jamais dit qu'il était démocratique. Et quand il le dit, c'est pire. Parce que sur les questions sérieuses, il est antidémocratique et il l'assume. C'est donc de travailler individu par individu. C'est terrible, c'est une tâche gigantesque, mais ça a toujours été le revers de l'action collective, en fait. C'est-à-dire que sans un certain type d'homme, on n'arrive à rien. La question, c'est, pensez-vous que ce soit faisable? Alors, vous avez parlé de l'Amérique et de son
si j'ose dire, son petit problème structurel qui est l'argent, le pognon. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Américain, je plaisantais tout à l'heure avec quelqu'un là-dessus, je dis l'Américain, tu lui enlèves sa voiture, son frigidaire et son air conditionné, il te fait une révolution. Le Français, il fait pas une révolution pour ça. C'est pas vrai. Il fait une révolution pour les idées. Il fait une révolution pour quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus qui est plus grand que lui. L'Américain a quand même le sens, et c'est un citoyen américain, faut pas l'oublier, hein, c'est un citoyen américain, il a le sens, et il est patriote, qu'on le veuille ou pas, il est patriote, il a le sens du collectif. C'est-à-dire que c'est un individualiste, c'est un individu, mais qui va toujours travailler au nom du collectif. Donc, je dis n'importe quoi, une personne qui est en train de refaire le macadam d'une rue, il se dit, il faut que je le fasse bien, parce que peut-être, ma fille peut rouler sur ce macadam dans 10 jours, ça peut être ma voisine, ça peut être quelqu'un, donc je dois le faire bien parce que c'est au nom du collectif. Nous n'avons pas exactement la même vision de la collectivité. Alors, aujourd'hui, que nous sommes contaminés par l'individualisme primaire, disons-le, et que nous avons le regard vide, comme disait Georges Zametti, oui, bien sûr, à cause justement de cette société capitaliste, enfin, cette société du pognon. Les gens aujourd'hui ne voient que le profit, ne cherchent que le profit et l'argent nous habite, l'argent nous a contaminés. Les gens donc sont à la fois individualistes, rivés sur leurs intérêts et peut-être un peu contaminés par une forme de narcissisme abouti. Chacun se contemplant le nombril. Alors d'accord, donc tout le monde se plaint, se plaint de quoi? Se plaint des autres, pensant qu'il est une victime. Puisqu'on est aussi à l'ère de la victime, hein, on est dans une période victimaire. Alors, j'ai souffert, donc je suis. Voilà, j'ai souffert, donc je suis. Ça, c'est une période qui est comme ça changera sûrement. Mais comment, à partir de soi, changer le monde? C'est-à-dire, comment, en étant une goutte d'eau dans l'océan, changer le monde? C'est ça le problème, parce que finalement, on voit bien que ça ne va pas. Crise de sens, crise de la pensée, crise de l'individu, crise de la morale, crise de foi, etc. Comment changer le sens? Eh bien, je dis, en étant vertueux, c'est en faisant des exercices spirituels, et là on est dans le sens de Pierre Hadot, en faisant des exercices spirituels qui nous amènent à nous dire, je vais partir d'abord d'une transformation personnelle, transformation intérieure, c'est la fameuse phrase de Nietzsche, hein, deviens ce que tu es, une transformation intérieure, et c'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est à ceux qui ne sont pas sages, à l'usage de ceux qui ne sont pas sages, c'est-à-dire si on n'a pas encore atteint cette sagesse et qu'on voudrait l'atteindre, il va falloir qu'on se transforme. Et cette transformation nous amènera sur un chemin équilibré, tempérant, qui est justement l'adéquation entre le bien, le beau et le vrai. Donc le juste. Et donc quand on va agir de manière juste, de manière belle, donc en conformité au bien, on va commencer à faire des toutes petites choses, mais qui peuvent avoir des effets majeurs plus tard. C'est le fameux effet du battement d'aile du papillon. Alors je prends 2 exemples. Le colibri de Pierre Rabhi. Le colibri est face à un incendie géant, une forêt qui est en train de complètement cramer, et il y a une source d'eau à côté, et il prend dans son bec une goutte d'eau. Il prend une goutte d'eau et il va la jeter dans le... Et puis il y a un animal de la forêt qui commence à s'agacer et qui lui dit, mais espèce d'imbécile, espèce de crétin, tu vois pas que tu vas te brûler à force de faire ce genre de choses, tu vois bien que tu es incapable d'éteindre le feu de cette forêt, tu ferais mieux de faire comme nous, c'est t'enfuir. Bon, c'est à peu près ce que fait tout le monde aujourd'hui. Tout le monde veut fuir. Tout le monde veut fuir ses responsabilités, tout le monde veut fuir l'incendie géant, c'est la crise, s'enfilant dans des trucs et des machins. Et le colibri dit, je fais ma part. Alors, il y a une polémique autour de ça, je le raconte dans le livre. Le colibri, peut-être, finirait brûlé, effectivement, comme on lui a prédit. Mais qu'importe, je veux dire, il a fait sa part, il a apporté sa pierre de responsabilité face à la crise. Et ça renvoie à votre question sur le penseur. Le penseur, peut-être qu'il va finir à condamner à boire la ciguë, mais au moins, il aura fait sa part. Il aura fait sa part face à la crise et il aura améliorer les institutions à travers la pensée et à travers la sollicitation des autres à penser, à réfléchir, à problématiser, à examiner, etc. Parce que le penseur, c'est celui qui examine, qui pense, qui questionne. Et puis, il y a, chez Jean Giono, une petite nouvelle que j'adore, qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. Et là, c'est un homme qui voit
une partie désertique qui est autour de chez lui. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Et puis, il commence à sélectionner des graines, et les bonnes graines, il les plante progressivement. Et pendant 20, 30, 40 ans, il traverse les deux guerres et il se rend compte de rien. Il a reconstruit une forêt. Donc voilà, c'est un petit geste, et ce petit geste peut avoir après des conséquences qui sont des conséquences très positives sur le reste alors sur un petit groupe ou sur le reste de la planète. Enfin, on n'est pas obligé de très aussi ambitieux, mais et donc on voit bien que la vertu, c'est-à-dire cette sensibilité à agir toujours en conformité avec le juste et le bien, peut nous conduire à redonner du sens au monde et redonner, à redonner foi dans ce que va être l'avenir ou le futur. Parce que pour l'instant, on a peut-être un futur, mais on n'a plus d'avenir. Ça, il faut quand même se le dire. Donc, redonner au futur de l'avenir. Voilà.